On parle du plan grand froid qui a été définancé au fédéral, donc un tiers du financement qui est diminué pour le plan grand froid, et tout revient aux régions et aux villes. Donc ça veut dire concrètement des milliers de personnes qui vont risquer de mourir, parce que je dis bien des milliers, parce que juste à Bruxelles, hein, on est à 10 000, plus de 10 000 sans-abri. On a passé le seuil il y a quelques mois, on a passé le seuil de 10 000 sans-abri à Bruxelles, donc beaucoup plus encore en total en Belgique. Ce dispositif permet la création de centaines de lits supplémentaires dans des centres d'hébergement pour les sans-abri entre novembre et mars. L'essentiel du financement provient des régions, mais le gouvernement fédéral y contribuait jusqu'à présent à hauteur d'environ un tiers en allouant chaque année 65 000 euros au CPS d'Anvers, Bruxelles, Charleroi, Gand et Liège. Et là, on va perdre un tiers du financement du plan grand froid, c'est gigantesque. C'est un truc qui littéralement sauve des vies, c'est un truc qui est crucial. Et là, du coup, il y a un définancement fédéral. Donc, ce n'est pas forcément qu'il y a un définancement total, parce que là, la responsabilité est remise aux régions. Mais c'est hyper problématique d'une part, parce que les régions sont beaucoup plus pauvres que le gouvernement en général, et d'autre part, c'est de nouveau, une fois de plus, un détail, un petit point qui est relégué aux régions. Et ça, c'est la stratégie de la NVA depuis des années, c'est détruire la Belgique petit bout par petit bout. Ça passe notamment aussi par l'abolition de chômage après 2 ans qui renvoie tout le monde au CPS, le CPS qui est géré par les régions. Là aussi, encore, on va faire que c'est géré par les régions. Et tout vient aux régions. Et ce qui est factuel, c'est que la Wallonie est plus pauvre que la Flandre. Ben, du coup, ben, il y a plus de chômeurs en Wallonie, il y a plus de gens pauvres SDF en Wallonie et à Bruxelles. Et du coup, ça fait que ça va appauvrir d'autant plus Bruxelles et Wallonie, parce que c'est plus le gouvernement fédéral qui s'en occupe, mais chaque fois les régions qui doivent gérer ça. Et là, en plus d'appauvrir potentiellement la Wallonie et Bruxelles, ben, il y a un risque que les budgets ne soient pas aussi grands et du coup qu'il y ait des morts en plus, parce que je rappelle que chaque année, il y a des SDF qui meurent quand même à cause du froid, et là, il risque d'y en avoir encore plus. Donc c'est vraiment dégueulasse. C'est condamner des gens à mourir de froid dans nos rues, dans nos villes. C'est horrible à dire, quoi. Le cabinet de Anne-Hélène van Bossut évoque une analyse budgétaire approfondie et souligne respecter ainsi la répartition des compétences. Donc, ce qu'elle dit, ce qu'elle avoue littéralement à demi-mot, c'est que c'est la stratégie de la NVA de ramener de plus en plus de compétences aux régions et du coup, comme ça, rendre l'État belge inutile. Le rêve de la DNVA, même, il y a une sorte de division au sein de la NVA. Il y a certains qui rêvent de la Flandre indépendante, il y en a d'autres qui rêvent de se rattacher aux Pays-Bas, comme Bart de Wever notamment, et il y a un troisième groupe qui voudrait que la Belgique continue d'exister, mais que la Belgique, elle ne sert juste à l'armée et à la police, et tout le reste, c'est les régions qui gèrent ça, quoi. Je suis tombé de ma chaise quand j'ai vu ça. Les engagés qui osent dire, qui regrettent la décision fédérale de couper les aides au plan grand froid. Combien de fois dois-je le répéter dans mes lives? Vous êtes au gouvernement, si vous n'êtes pas content, barrez-vous, démissionnez. Là, ça ne sert à rien de faire son petit coup de com', à dire « Oh, on n'est pas d'accord hein !» Et quoi, donc, c'est tout? Tu restes quand même dans le gouvernement? Tu t'en fous un peu? C'est quoi en fait? Donc barrez-vous si vous n'êtes vraiment pas d'accord, ben, quittez le gouvernement, faites démissionner ce gouvernement, ça arrangerait tout le monde. Plutôt que faire ces petites coms et de voir ces médias qui reprennent cette com des engagés partout, parce que là c'est un article de l'Avenir, je l'ai vu sur RTL, je l'ai vu sur RTBF, sur Le Soir aussi, donc, où les engagés regrettent la décision fédérale de couper les aides au plan grand froid. Mais démissionnez, quoi. Pardon, vous chattez beaucoup, ce qui est trop cool, mais j'arrive pas tout à suivre, mais c'est très très chouette. Mais du coup, leur député a engagé et elle vote ces lois. Bah oui, oui, donc c'est ça le truc. En fait, c'est un peu, ils vont dire que c'est le compromis à la belge, hein. Vu qu'on est au gouvernement, on vote tous ensemble. C'est un peu la tradition en Belgique que quand il y a un gouvernement, eh bien, ils votent presque tous en fonction de ce que le gouvernement décide, même s'ils ne sont pas d'accord. C'est totalement absurde et totalement antidémocratique. Mais c'est une sorte de mantra aussi. Il y a des pressions internes, il y a des pressions des autres ministres, blablabla. Mais en fait, vous pouvez faire tomber ce gouvernement, vous pouvez ne pas voter ces lois, donc venir faire ces coups de com', c'est juste dégueulasse, quoi. Et en fait, oui, en fait, on pourrait même dire que si le fait qu'ils ne votent pas ces lois, c'est la preuve
qu'en fait, ils n'en ont rien à foutre du plan grand froid. En fait, ils n'en ont rien à foutre que des gens meurent dans les rues. Parce que je rappelle, et on va le voir avec les chiffres ici, avec l'analyse de Bruxelles Dévi, il y a des morts. Donc même malgré le plan grand froid, il y a des décès dans nos rues. À Bruxelles, il y en a eu cette année, cet hiver, l'année passée aussi. Donc déjà, le plan grand froid est insuffisant. Et là, on va perdre un tiers du financement du plan grand froid. C'est gigantesque. Prévost, il faisait des plans pour exclure les sans-abri de Namur il y a 10 ans. Il continue juste dans sa lancée finalement. Ah ouais, super intéressant, je savais pas. Bah ouais, clairement, c'est totalement dans sa lancée. Alors je savais pas du tout qu'il avait fait des plans pour exclure les sans-abri de Namur. Ça m'étonne pas, il faut rendre les villes propres, hein, et Namur, c'est une jolie ville. On va pas salir tout ça avec des sans-abri quand même, on va les mettre en dehors des villes, hein, ça sera mieux. C'est une cata, c'est déjà une cata, ouais. Oui, c'est un fonctionnement très particratique, comme tu dis, c'est ça le mot que je cherchais, Barnard, merci. Si tu veux une carrière politique, tu suis la consigne de vote, sinon tu restes, retourne au niveau local. Ben ouais, c'est exactement ça. Et c'est hyper problématique, ça pose plein de questionnements sur la démocratie, hein, c'est pas nouveau. Mais aussi, ça montre une clairement hypocrisie et de ces gens-là, parce que leur carrière politique est plus importante que leur position morale. Parce que là, ils sont allés faire une petite communication dans les médias pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, et du coup, ils se sentent bien, ils ont fait leur petit devoir, c'est bon, ils se sentent bien. Et le jour où ils vont appuyer sur le bouton « Oui, on vote cette loi », mais ils ne vont pas culpabiliser parce que c'est bon, ils ont dit aux médias qu'ils n'étaient pas d'accord. Le sans-abrisme est une réalité préoccupante en Belgique, touchant des milliers de personnes à travers le pays. Les conditions hivernales particulièrement rigoureuses du début de l'année 2025, avec des températures particulièrement froides, ont rappelé la vulnérabilité des personnes sans logement face aux aléas climatiques. D'intenses chutes de neige ont eu lieu sur l'ensemble du territoire le mercredi 8 et jeudi 9 janvier. À Bruxelles, les températures sont tombées sous la barre des 10 degrés. Une nouvelle fois, les premières personnes à être victimes de cette vague de froid ont été les personnes vivant dans la rue. Comme en 2024, une personne est décédée à Bruxelles le vendredi 10 janvier à la suite d'une hypothermie. En tout, en Belgique, en 2024, ce sont près de 80 personnes sans abri qui ont perdu la vie dans nos rues. 80 personnes en 2024 ont perdu la vie à cause du froid. Et là, on définance d'un tiers l'aide hivernale aux sans-abri. D'un tiers, 65 000 € qu'on prend à la trêve hivernale, au plan grand froid. Tandis qu'il y a déjà 80 personnes qui sont mortes en 2024 à cause du froid. C'est dégueulasse. C'est les mêmes gens d'extrême droite qui sont en train de dire qu'il y a trop d'immigrés et qu'il faut s'occuper de nos citoyens avant et tout ça. Et après, ça laisse crever les gens du froid. C'est dégueulasse. Selon la Croix-Rouge, le nombre de personnes sans abri dans les rues de Bruxelles aurait presque quadruplé au cours des 10 dernières années. En août dernier, un dénombrement faisait état de 7 134 personnes. En réalité, beaucoup d'associations de terrain pensent qu'il y aurait plus de 10 000 sans-abri à Bruxelles. Dans cette très large fourchette de personnes se trouvent des individus avec des besoins divers et variés. Par exemple, sur l'espace de 20 ans, on est passé de 500 sans-abri dénombrés à Bruxelles en 2000, sur lesquels environ 11% de femmes, à plus de 5000 sans-abri dénombrés en 2023, avec 23% de femmes. Ces chiffres officiels montrent une hausse constante du nombre de sans-abri. Les différentes méthodes qui ont permis d'effectuer des dénombrements ont toujours posé question quant à leur exactitude. Tout dénombrement implique des erreurs et des oublis dus au contexte durant lequel il a été réalisé. Par exemple, si un dénombrement se fait à une heure tardive, il est probable que les femmes sans abri soient moins facilement visibles que les hommes. Il est fréquent que les personnes sans abri trouvent un hébergement qui ne peut pas être inclus dans un recensement, un squat, un ami ou chez la famille. En bref, il est certain que la question du dénombrement est à prendre avec des pincettes, tant celle-ci peut influer sur les moyens mis en place dans les secteurs d'aide aux sans-abri. Hors le dénombrement, il est primordial d'avoir une approche ciblée sur les besoins de personnes à la rue. Il y a une importance centrale à ne pas essentialiser le profil type d'une personne sans-abri pour pouvoir prendre en compte toute la diversité des besoins auxquels elles sont confrontées. Dans la rue, les gens ne s'y retrouvent pas pour les mêmes raisons et n'y vivent pas de la même manière. Cependant, pour mettre en place des aides, une certaine forme de caractérisation des bénéficiaires s'établit pour s'adapter et trouver un compromis entre le cas par cas et l'aide en masse. La caractérisation des profils types de bénéficiaires, donc les personnes qui bénéficient d'une aide, se renforce avec les campagnes de grande envergure.
Cette mécanique renforce le manque d'aide pour les profils aux besoins particuliers et privilégie les aides impersonnelles et donc, dans beaucoup de cas, très peu adaptées. Aujourd'hui, le sans-abrisme et les aides en place sont pensés pour les hommes. À Bruxelles, il n'y a que 12 structures d'accueil uniquement réservées aux femmes. Plus de 3 quarts des centres d'accueil et structures d'aide sont en mixité de genre, ce qui rend ces lieux beaucoup moins sécurisants pour les femmes et minorités de genre. Les personnes LGBTQIA+, les femmes victimes de violences et les travailleuses du sexe craignent de venir dans ces centres inadaptés qui présentent de nouveaux risques et de violences. On note qu'en 1995, il y avait 11% de femmes sans abri sur 500 recensées. Aujourd'hui, c'est 23% sur 10 000. La proportion de femmes sans abri a plus que doublé. Leur nombre a été multiplié par plus de 40. Avec cette recrudescence majeure, il est plus important que jamais de réformer ce système pensé pour les hommes et d'ouvrir des structures d'accueil en non-mixité. Parmi les personnes sans abri à Bruxelles, les sans-papiers ou sans titre de séjour valable en représentent une part de plus en plus importante, 70% dans les centres de SAMU social. Hommes, femmes, enfants ou encore personnes âgées, autant de personnes oubliées malgré le droit à un accueil digne. L'accès au travail légal pour les sans-papiers est un enjeu à prendre en compte. De nombreuses personnes sans papier sont rejetées de tout type d'accès à un travail légal. Cette situation les pousse à une nouvelle forme de marginalisation. Pour pouvoir travailler légalement en Belgique, une personne sans papier doit avoir un titre de séjour valable. Le travail légal permet de mieux éviter des situations d'exploitation patronale avec des salaires trop faibles, des conditions de travail dangereuses ou des choses non assurées. Ainsi, refuser le titre de séjour à quelqu'une, c'est de la plonger dans une précarité. Être en situation irrégulière et sans domicile les rend d'autant plus vulnérables, car en plus d'être systématiquement discriminés pour des raisons racistes, exploités par leur fragilité administrative, ils et elles craignent de se rendre dans des services publics, par exemple la police ou les soins, par peur d'une arrestation, d'une détention en centre fermé, d'une expulsion du territoire ou encore simplement des violences policières. Comme dit précédemment, plus de 10 000 personnes vivraient dans la rue à Bruxelles. Pour répondre à ce besoin de fort de prise en charge, seules 2730 places sont présentes de façon pérenne dans le réseau bruxellois. Ces places dans des centres d'accueil sont largement insuffisants et sont le reflet des pouvoirs publics qui généralement méprisent la question de l'aide au sans-abrisme. Il est fréquemment question pour ces mêmes pouvoirs publics de répondre à des problématiques ponctuelles comme une vague de froid en ouvrant des places temporaires dans des centres d'accueil, mais jamais question de revoir la problématique de l'accueil de façon structurelle et stable. Et même là, on va perdre un tiers du financement du plan Grand Froid. Cet article, ça date d'il y a plusieurs mois, donc il n'y avait pas encore cette info que le plan Grand Froid, comme vous voyez ici, sera définancé d'un tiers. Alors pourquoi ne pas investir directement dans une prise en charge régulière et propre aux besoins de chacune? L'argumentaire de cacher cette problématique derrière la question des moyens, en plus d'être faux, met en danger la vie de milliers de personnes. Et là, c'est intéressant de prendre aussi comme exemple des situations qu'il y a autre part dans le monde. Par exemple, je connais l'exemple de la Finlande. En Finlande, en 2013, de mémoire, mais ça peut être 2015 aussi, ils ont décidé qu'il n'y aurait plus de sans-abri, mais pas comme Macron ou Maxime Prévost en mode on les chasse des villes, mais que vraiment il y a une politique de logement et de salaire et de nourriture qui est donnée aux sans-abri. Il y avait un truc qui était, ils reçoivent un logement et un salaire par mois pendant 3 ans. Et du coup, donc tous les sans-abri étaient logés, tous les sans-abri avaient un toit, de la nourriture, un salaire pérenne, et du coup pouvaient chercher du travail, faire des formations, je ne sais quoi, et se réinvestir dans la société. Et du coup, il y a eu une étude qui a été faite il y a 2 ans, donc c'était en 2013. Donc ça faisait 10 ans que cette mesure était en place en Finlande, qu'il n'y ait plus de sans-abrisme et qu'on les loge et qu'on les donne un salaire pendant 3 ans. Et en fait, cette étude d'il y a 2 ans montrait que c'était quoi, 90% des sans-abri avaient retrouvé du travail, s'étaient donc réintroduits dans la société, avaient un logement qui payait, n'étaient plus à la rue. Et en plus de ça, qu'il y avait un retour sur investissement, parce que tous ces gens qui se remettent à travailler, ben, du coup, ça fait que ça paye des taxes, et du coup, ça fait que ça aide l'économie. Donc, ça fait qu'il y a plus de gens qui payent leurs taxes, et donc il y a plus de financement à l'État. Donc, la Finlande a découvert que soutenir ces sans-abri, c'était plus bénéfique sur le long terme que, comme ils disent ici dans l'article, de voir gérer des situations d'urgence. En Finlande, le logement est prioritaire sur les demandes de recherche d'emploi et de désintox, parce qu'on ne peut pas le faire à la rue, ça paraît évident, mais pas dans nos pays. Ben oui, c'est ça. Sortir de la rue, une reconstruction sociale autant que matérielle. Il existe bien de façons différentes de sortir de la rue,
et qui touchent des niveaux différents de réintégration à la société. Il y a des solutions pérennes qui consistent à trouver un logement ou les solutions temporaires qui sont relatives à un hébergement d'urgence, à la vie en squat, à l'hébergement de sa famille ou chez des amis. Sortir de la rue, ce n'est pas seulement trouver un logement, c'est aussi réussir à quitter toutes les habitudes qui y sont liées. Et c'est ça qui est le plus dur. Il faut comprendre qu'on s'habitue vite à vivre dans la rue. Quand on tombe à la rue, les premiers mois, on a encore son réseau, des contacts et une capacité physique de avant la rue, qui permettent de trouver des solutions plus facilement. Une personne nouvellement tombée à la rue ne connaît cependant pas bien les réseaux d'aide disponibles et la capacité de s'en sortir va beaucoup dépendre de la vitesse avec laquelle cette personne sera mise en relation avec un service d'aide approprié. Quelqu'un qui est à la rue depuis 6 mois est rentré dans un cycle avec des habitudes dans la rue, avec un cercle d'amis dans la rue, avec un réseau qui a disparu. C'est donc plus compliqué pour faire des démarches pour chercher un logement. Cette personne à la rue depuis quelques mois s'est adaptée et a perdu les anciens repères de la vie en termes de logement. Avoir un logement veut aussi dire prendre en charge des obligations. Payer un loyer, garder un rythme, modérer ses consommations éventuelles, obligation d'un revenu, une routine, etc. Le temps passé à la rue va conditionner sa capacité à en sortir. Voici un extrait de témoignage recueilli auprès d'une personne ayant passé 12 ans dans la rue et qui a trouvé un logement depuis maintenant 4 mois. Son nom n'est pas indiqué pour des raisons d'anonymat. Nous l'avions interrogé sur la question de sortir de la rue. Pourquoi j'arrive pas à sortir de cette tente? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi j'arrive pas à décoller? Et pourtant, j'ai mon bail depuis un moment. Ici, je me sens enfermé et attaché à tous ces murs bizarres. Quand je dors à la maison, je me réveille toutes les heures et j'ai un petit coup de panique. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que je fais ici? C'est pas ma tente. Et en fait, je me réalise que je suis entre des murs et un toit. Je me sens emprisonné. J'habite là. En fait, c'est mon numéro de cellule ou quoi là? Aujourd'hui, j'ai un logement, mais je ne suis pas encore sorti de la rue. Tout à l'heure, j'irai passer quelques heures dans ma tente avant de rentrer dormir chez moi. Quand on se retrouve dans un logement enfermé entre 4 murs, il y a du silence, il ne fait plus froid. Ces éléments dont le corps garde des marques, d'un coup, cette carapace de résistance du monde extérieur perd sa fonction. On est de nouveau confronté à des besoins plus primaires, des besoins moins primaires qu'il faut savoir gérer. Des problèmes souvent non pris en charge pendant l'expérience de vie à la rue, car placés au second rang face à des priorités liées à la survie. À cette première difficulté s'ajoute la question de la solitude. Elle est liée à l'adaptation à la vie dans la rue. En effet, sortir de la rue signifie de couper de toutes ses habitudes et donc de rompre de ses relations sociales avec ses amis de la rue. Perdre les personnes sur lesquelles on compte et avec qui on a partagé une vie commune. Les personnes avec qui on a vécu des épreuves difficiles et des trucs qu'on a traversés. Ainsi, la solitude est l'un des facteurs de plus de retour à la rue. Les personnes qui ont réussi à retrouver un logement et un rythme continuent souvent de rendre visite, de passer du temps avec leurs amis restés à la rue. À ce moment, il y a un risque d'influence, des envies de survie, suivre le même rythme que son entourage, la difficulté à faire face aux obligations administratives de la vie et en logement. Donc, à partir du moment où un travailleur social accompagne une personne dans son processus de sortie de la rue, il a un rôle crucial. Éviter que la personne se sente seule, qu'elle ait des envies de reconsommer, de repasser trop longtemps dans la rue. Il est primordial que ce travailleur social accompagne et présente le bénéficiaire ou la bénéficiaire vers des cercles de connaissances qui vont aider à reconstruire une routine dans le mode de vie adapté à la vie à un logement. Il faut voir s'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler pour recréer du lien social. C'est pour ça qu'il faut un rapport basé sur un consentement éclairé et sur le fait d'avancer. Il faut de la confiance, une complicité. Si la transition est trop brutale, c'est un échec assuré. Pour conclure, il nous semble nécessaire de mettre un grand point d'attention sur l'accompagnement psychomédico-social d'une personne qui vit à la rue. Il est nécessaire que cet accompagnement s'opère tout au long du processus, de la vie dans la rue jusqu'à la vie dans un logement et une situation plus stable. Il n'est pas uniquement de question de moyens financiers quand une personne est à la rue. Il s'agit aussi d'habitudes sociales fortement ancrées et des cycles physiques et psychologiques. Mais pour accompagner, il faut investir dans le milieu pour donner des outils, du temps, des travailleurs sociaux et donc de l'argent et tout ça, oui, exactement. Et comme je disais tantôt, en plus, avec la réforme du chômage, ça va exploser, d'autant plus qu'on parle de 2 à 3 mois pour toucher le CPS devant le nombre de demandes. Et c'est 2 à 3 mois d'attente pour toucher le CPS maintenant, mais donc ça va être pire avec la réforme de chômage qui risque de mettre plus de 180 000 personnes qui vont perdre le chômage, plus de 180 000 personnes qui vont perdre le chômage. Donc potentiellement,
plus de 180 000 personnes qui vont se retrouver à faire une demande de CPS, même si c'est que pour un mois. Ça sera catastrophique. Donc, en plus, il y a des études là-dessus. Par exemple, il y a le CEPAG, le Centre d'éducation populaire de la FGTB, qui a fait une étude récemment qui avait analysé le pourcentage de personnes exclues du chômage, pour quelle que soit la raison, parce que par exemple, il y avait déjà des mesures de si tu ne trouves pas de boulot, tu es exclu du chômage. C'est des choses qui existent déjà. Donc, le chômage à vie, c'était déjà un grand mythe en Belgique. Et du coup, il y a cette étude qui dit qu'un tiers des personnes qui sont exclues du chômage se retrouvent hors des radars. Mais hors des radars, c'est même pas au CPS. Hors des radars, ça veut dire ni au travail, ni en formation, ni au CPS. Et donc, selon cette étude, tu avais des exclus du chômage, tu avais un tiers qui retrouvait du boulot, un tiers qui allait au CPS et un tiers qui était hors de radar. Mais donc, si on prend les 180 000 personnes qui risquent de perdre leur chômage, 180 000 personnes, c'est un tiers de ça, c'est des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver en CPS en plus, mais aussi des dizaines de milliers de personnes qui vont se retrouver soit à la rue, soit dans des aides familiales, soit dans des réseaux d'amis, mais du coup qui seront plus dans la précarité ou qui précariseront plus leur famille, etc. Donc il y a des vrais enjeux là avec cet hiver qui approche. Donc venir définancer d'un tiers du budget le plan grand froid, c'est vraiment juste cruel, quoi. C'est juste cruel. J'ai pas plus de mots que ça.